vous allez bien. Aujourd'hui, pour notre interview, je vous propose de rencontrer Kelly, qui est présidente de l'association ESP-OPK. Cette association vise à améliorer la connaissance générale du syndrome des ovaires polykystiques, ou syndrome de Stein-Leventhal, et ainsi apporter un accompagnement particulier aux femmes diagnostiquées. Nous avons choisi de l'interroger sur cette maladie qui touche une femme sur 10 et sur son engagement. Bonjour Kelly. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre sur le FEM Podcast pour partager avec nous vos connaissances sur le syndrome des ovaires polykystiques et nous parler plus en détail de votre engagement au sein d'ESP-OPK. C'est avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour que nos auditrices sachent qui vous êtes ? Du coup, je m'appelle Kelly, j'ai 21 ans, j'habite en région Rhône-Alpes et je suis maman d'une petite fille de 2 ans. J'ai l'immense chance d'être maman. Trop bien. Et du coup, j'ai été diagnostiquée en juillet 2018. Très bien. Et pour vous parler un petit peu de FEMPO, nous essayons de développer des valeurs comme le dépassement et l'affirmation de soi, avec pour objectif de révéler la force qui est présente en chaque femme. Et ainsi, nous employons toujours le terme de warrior pour désigner les femmes qui incarnent et qui partagent ces valeurs. Et vous, à travers votre engagement pour la santé et pour le bien-être des femmes, mais aussi en tant que femme et en tant que maman, j'aimerais vous demander quel type de warrior êtes-vous ? C'est pas une question facile. Quel type de warrior je suis ? Je suis une warrior déterminée. Je suis quelqu'un qui est très positif, je suis coach de vie en fait, donc j'ai vraiment cette démarche d'être le plus positive possible et je suis vraiment quelqu'un qui essaye en fait de repousser ses limites. D'accord. J'adore la sortie de zone de confort et tout. Alors j'irai pas jusqu'à dire que je suis une femme, une warrior affirmée aujourd'hui, mais en tout cas je suis vraiment sur un chemin qui me permet aujourd'hui de m'accepter, quel que soit l'environnement, donc en tant que femme, en tant que maman et aussi en tant que patiente, parce qu'avec le SOPK on va le voir, il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément évident et je suis quelqu'un d'hyper déterminé. Ok, c'est super. Et c'est super intéressant aussi que vous soyez coach de vie. J'aimerais bien vous poser plein de questions là-dessus, donc peut-être que je vous rappellerai pour un autre épisode là-dessus. Ouais, ce serait top. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous parler de l'association ESP-OPK ? Donc, depuis combien de temps existe-t-elle et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à fonder cette association ? Je vais répondre un petit peu dans l'autre sens parce que c'est vraiment un cheminement. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai été diagnostiquée en juillet 2018 après mon accouchement. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que mon retour de couche a mis 18 mois à arriver. Ah oui. Et que donc au début, on mettait ça un peu sur le compte de l'allaitement, des hormones post-accouchement. Et au bout de 18 mois, je me suis quand même un peu affolée et j'ai un peu secoué mon médecin en lui disant ça fait quand même 18 mois que j'ai pas eu de règles du tout. J'aimerais bien quand même savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment dû à l'allaitement ? Est-ce qu'il y a pas un truc qui bloque ou quoi ? Je pense qu'elle était un peu sceptique vis-à-vis de ça, elle était vraiment butée sur oui en fait c'est l'allaitement qui bloque. Mais comme elle a vu que j'étais un petit peu stressée, j'étais jeune, hein, j'avais même pas une vingtaine d'années donc j'étais quand même toute jeune, qu'elle m'a un peu par dépit prescrit une ordonnance pour aller passer une échographie et voir ce qui se passait au niveau de mes ovaires. Pendant cet entretien avec mon médecin, elle avait tellement l'air d'être détachée et de pas croire qu'il y avait quelque chose que je suis rentrée chez moi avec mon ordonnance et en fait je l'ai posée sur mon bureau et je suis pas allée voir l'échographiste parce que elle m'avait tellement mis dans la tête que c'était pas grand chose. J'y ai cru et je me suis dit ça sert à quoi que j'aille payer une échographie, tout ça, si c'est pour rien et tout. Et puis bon, quand on est jeune, on a plein d'autres choses à penser. Oui, bien sûr. Puis le petit bébé en plus... C'était pas forcément évident, donc en fait un jour j'étais hyper heureuse de moi, je me lève de bonne heure, je voulais faire le petit déj pour tout le monde et tout, et en fait je descends avec ma fille, et en fait là je suis prise d'une douleur atroce, ça m'a pris toute la zone du bassin, et en fait je me suis retrouvée assise à plus pouvoir me lever, je souffrais atrocement, et j'avais l'impression que j'accouchais une seconde fois en fait. Oh là là. Et je me souviendrai toujours de cette image de moi en fait en train de regarder ma fille et lui dire va chercher papa. Ma fille de 18 mois commence à monter les escaliers et à aller chercher son père. De toute façon, il n'y a rien à faire, la bouillotte fonctionne pas, je peux pas faire de mouvement, je suis bloquée sur mon canapé. Au bout de 45 minutes, les douleurs cessent. J'appelle mon chéri, c'était un samedi. Je dis trouve-moi une échographiste qui me prend dans les prochains jours. Je veux savoir ce qui se passe, là c'est clair, il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, et donc je suis arrivée après chez mon échographiste, elle a fait l'échographie, elle me dit quels sont vos symptômes, elle essaye de faire concorder un petit peu tout, et elle me dit il y a un syndrome des ovaires polykystiques, maintenant il faut vous en remettre à une gynécologue. Donc voilà ce qui s'est passé pour mon diagnostic. Suite à ça, j'ai cherché une gynéco, je suis allée voir une gynéco. Elle m'a très très mal accueillie. J'ai pas d'autres mots, c'était vraiment atroce comme rendez-vous. Elle était froide, elle avait pas l'air de comprendre pourquoi j'étais là. Quand je suis arrivée, que je lui ai dit je viens d'être diagnostiquée dans la SOPK et j'ai besoin d'un suivi, j'ai besoin qu'on calme mes symptômes parce qu'aujourd'hui c'est juste plus possible pour moi. Avec mon chéri, on était en désir d'un autre enfant assez rapidement, donc j'avais pas repris de contraception depuis mon accouchement. Et donc je lui ai dit j'ai aussi ce désir d'enfant qui est pas immédiat mais qui est en tout cas pas non plus loin quoi. Donc elle me fait tout mon examen et elle me dit mais de toute façon mademoiselle vous êtes jeune et vous êtes en surpoids donc moi je suis pas pressée que vous soyez enceinte. Pour le SOPK j'ai rien à vous proposer si ce n'est du faston pour réguler vos cycles quoi. D'accord.
Donc je suis ressortie de ce bureau avec mon ordonnance pour 6 mois sans aucun bilan entre-temps pour savoir si le traitement me convenait ou pas. Ouais. Donc on m'ait pas expliqué ce qui se passe et que j'ai rien pour m'aider en fait et que juste on va venir colmater un peu le truc. Oui. Et je le disais tout à l'heure, moi je suis un peu une warrior déterminée et obstinée. Oui. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis toujours un petit peu intéressée à la médecine, le corps humain, le cerveau. J'ai vraiment eu ce déclic de me dire mais c'est pas grave, si on me donne pas les informations je vais aller les chercher. Et donc j'ai passé 1 mois et demi, 2 mois à chercher sur le SOPK qu'est-ce que je pouvais trouver en France, ailleurs, jusqu'à temps que je sois satisfaite d'avoir suffisamment d'informations pour moi et pour prendre ma pathologie en charge. Donc effectivement je suis arrivée là et j'avais comme un fossé et en fait j'ai eu un déclic. Je me souviens au début de mes recherches avoir été sur des groupes. 70% des filles sur ces groupes ont vécu un peu la même situation que moi, c'est-à-dire qu'elles ont eu leur diagnostic mais aucune explication. Et je me suis dit en fait, garde-les pas pour toi ces infos. Oui, il faut les partager. Et donc en novembre 2018, après plusieurs mois de recherche, je décide de créer l'association SPOPK avec mon chéri qui est plutôt très impliqué. On va créer quelque chose, créer une plateforme où les filles pourront retrouver les informations dont elles ont besoin, qu'elles seront sûres qu'elles aient été recherchées, vérifiées par un patient expert, concis, complet et tout au même endroit pour que ce soit facile. Et donc on s'est lancé dans cette aventure là. Assez rapidement on a eu une équipe qui s'est montée petit à petit avec des filles qui m'ont dit j'aimerais bien donner un coup de main, j'aimerais bien participer. Donc aujourd'hui l'association c'est une équipe de 5 personnes au bureau, un peu plus de 75-80 bénévoles et adhérents. Ah oui, c'est énorme. C'est super inspirant en tout cas. Et maintenant, je voulais vous demander, qu'est-ce que le SOPK en fait? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps quand on a un syndrome des ovaires polykystiques? Alors, le SOPK en fait, ça va être essentiellement un gros déséquilibre hormonal, donc entre les hormones femelles et les hormones mâles. Je vais pas rentrer trop dans les détails biologiques, etc. Je vais essayer vraiment de vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre. Et en fait, ce dérèglement va venir entraîner des perturbations du cycle menstruel. Et c'est là l'essentielle différence avec l'endométriose. L'endométriose, elle va toucher les tissus de l'endomètre. Nous, on est vraiment sur les ovaires, c'est-à-dire que ce dérèglement hormonal va venir entraîner un problème de maturation des follicules. Les follicules, c'est des ovules qui vont faire leur cheminement. Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme normale? C'est que, normalement, il y a un stock de follicules qui est d'environ 12 à 15 follicules sur chaque ovaire. Et chaque cycle, il va y avoir des follicules qui vont mûrir. Et il y en a forcément un à la fin du cycle qui va être relâché. Ce qui se passe dans le corps d'une femme qui a un SOPK, c'est que on retrouve donc la production de follicules par dizaines chaque mois. Sauf que nous, les follicules vont pas venir mûrir et donc ils vont pas être expulsés par l'ovaire et donc ils vont se stocker sur les ovaires. C'est ce qui donne un peu l'aspect polykystique du coup à l'ovaire, mais il n'y a pas du tout de kyste en soi, c'est des follicules qui arrivent pas à maturité. Et donc voilà, ça s'agglomère, c'est ce qui fait qu'on a des ovaires d'une forme et d'une taille un peu différentes et qui fait aussi que ça perturbe notre cycle menstruel. Pas de règles ou peu souvent des règles, et du coup trouble de l'ovulation, donc pas d'ovulation ou ovulation de mauvaise qualité. Donc ça c'est l'essentiel de ce qui se passe dans le corps. Et du coup le déséquilibre hormonal il s'arrête pas là, parce que sinon ce serait trop facile. Il va venir induire plein d'autres symptômes à côté qui vont être des symptômes métaboliques ou pas. Notamment l'hyperandrogénie et d'autres symptômes qui vont coller quoi. Est-ce que vous voulez qu'on parle maintenant justement des symptômes? Par exemple l'hyperandrogénie, ça consiste en quoi? Ça se traduit par quoi? Comme je disais, ça va venir induire d'autres symptômes type hyperandrogénie. Donc l'hyperandrogénie, ça vient vraiment de ce déséquilibre. C'est un peu comme si on masculinisait la femme biologiquement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la pilosité à des endroits où une femme n'est pas censée forcément avoir de la pilosité, donc le menton par exemple, en surnombre sur les jambes, l'abdomen, des problèmes d'acné. Alors attention, moi je dis tout le temps qu'il y a autant de SOPK que de femmes concernées. Donc vraiment les symptômes sont hyper différents et il se peut très bien qu'une femme qui va avoir de la pilosité aura pas d'acné ou inversement, ou qu'elle ait les deux, etc. Il va y avoir l'acné qui va être considéré aussi dans l'hyperandrogénie, une prise de masse musculaire importante. À côté de ça, il y a des symptômes qui vont être du coup les problèmes de poids, donc on va avoir des cas de prise de poids inexpliqués ou de perte de poids importante inexpliquée, ou en tout cas de difficulté à prendre du poids. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même hyper fréquent et ce qu'on remarque le plus, c'est quand même la prise de poids. Il va y avoir aussi des problèmes de TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Il peut y avoir des symptômes comme des douleurs, comme je vous en parlais tout à l'heure, des douleurs pelviennes, la chute de cheveux, qui est un peu contradictoire avec l'hyperpilosité, mais voilà, malheureusement c'est aussi le cas, donc il peut y avoir une chute de cheveux, voire une alopécie. C'est vraiment quand les cheveux tombent en masse et il n'y a plus de cheveux vraiment sur le crâne. Il peut y avoir des symptômes comme des migraines, des troubles de l'humeur, c'est hyper fréquent parce que qui dit déséquilibre hormonal, dit déséquilibre des humeurs, qui va pouvoir éventuellement aussi conduire à une tendance dépressive. Il y a une liste de symptômes tellement grande que c'est compliqué de tous les citer. Et voilà, il y a l'infertilité qui est liée aux perturbations de l'ovulation, et après il va y avoir toutes les complications qui pourront être du coup l'insulinorésistance, voire le diabète, les risques cardiovasculaires, les risques de fausse couche, les risques de cancer, de l'endomètre, etc. Oui, donc il y a vraiment énormément de symptômes.
Oui. Et justement, vous parliez de l'infertilité, je sais que le SOPK est considéré comme la première cause d'infertilité en France. On a reçu plusieurs questions là-dessus de la part de femmes de la communauté FEMPO. Donc par exemple, on en a une qui nous demande si elle pourra un jour avoir des enfants avec un SOPK. Est-ce que vous connaissez les taux d'infertilité qui sont causés par le syndrome? Ouais, alors, l'infertilité avec le SOPK, c'est vraiment un terrain un peu compliqué. Nous, avec SPOPK, on a fait le choix de pas trop s'axer là-dessus sur notre page. Oui. On en parle, mais on ne parle pas que de ça parce que on a tendance à voir que les femmes qui sont pas en essai bébé sont un peu délaissées. Oui. Donc, on avait vraiment envie d'inclure tout le monde. Mais c'est un peu plus de 50% des femmes atteintes de SOPK qui vont être touchées par l'infertilité. D'accord. Mais dans la réalité, c'est pas aussi simple. Le problème, c'est que le SOPK, c'est un syndrome qui évolue en permanence. Ouais. Et donc, vous pouvez très bien être infertile un jour et 6 ans après, plus avoir de problème d'infertilité ou inversement, etc. Ça évolue tellement. Pour répondre à la question, est-ce que je pourrais un jour avoir un enfant avec un SOPK? Bien sûr que oui. Oui. Tu as quand même environ 50% de chances de tomber enceinte naturellement, donc c'est quand même génial. Il faut quand même le prendre en considération, parce que c'est vrai que ça peut faire peur tout de suite quand on dit SOPK, infertilité. Mais voilà, il y a quand même 50% de chances de tomber enceinte naturellement, et d'ailleurs ça a été mon cas pour ma première fille. Il faut savoir que je suis tombée enceinte sous pilule, c'est juste improbable. Mais c'est possible, et on a énormément de témoignages de femmes qui tombent enceintes naturellement avec un SOPK au bout de plus ou moins longtemps. Et pour les 50% qui sont touchés par l'infertilité, il faut bien faire la différence entre infertilité et stérilité. Oui. Quand on est infertile, bien sûr qu'on a ses chances de tomber enceinte plus ou moins facilement. Voilà, infertilité ne veut pas dire stérilité, donc oui. Bien sûr que tu pourras avoir des enfants. C'est le parcours qui va être différent en fait. D'accord. Tu vas avoir cette période d'essai naturel et ensuite peut-être que tu vas avoir besoin d'un coup de pouce médical qui va être plus ou moins poussé. Ça peut passer juste par du clomide qui est un inducteur d'ovulation, oui. Et c'est juste un comprimé. Donc c'est pas hyper envahisseur comme traitement et ça peut aller jusqu'au protocole de FIV, d'IAC, etc. qui va être plus poussé et plus compliqué à gérer entre guillemets, peut être aussi émotionnellement plus difficile à encaisser, mais quel que soit le parcours, dans la plupart des cas, on finit quand même par obtenir une grossesse. D'accord. Rares sont les cas où on voit qu'il n'y a pas du tout de bébé d'enclenché. Et très souvent, quand c'est le cas, c'est parce qu'il y a un abandon en fait de la personne, parce que ça fait trop longtemps. Ouais. Il y a un épuisement émotionnel, la PMA c'est quand même hyper lourd. Il peut y avoir des raisons personnelles qui font que l'envie n'est plus là. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la résilience. Tellement de facteurs qui peuvent faire que ces femmes-là n'ont pas eu d'enfants. En plus, il y a le facteur psychologique qui peut venir rentrer en compte et tout. Après, on rentre vraiment dans des détails de l'infertilité, oui. Au sens pur. Mais voilà, quand même, on est hyper optimiste vis-à-vis de ça. C'est un parcours, mais c'est quand même possible et il faut pas partir défaitiste parce que sinon on fait que se rajouter un poids et c'est horrible. Oui, c'est sûr. Et comme je le disais, ça varie, on peut très bien être infertile une fois et puis pas la fois d'après. Moi par exemple, je vous disais, j'ai eu ma fille naturellement, oui. Mais par contre aujourd'hui ça va faire 3 ans que je suis en essai pour un deuxième et il se passe rien quoi, donc ça peut vachement évoluer et il suffit d'une fois, il suffit d'une ovulation qui a bien fonctionné et plein de courage et surtout garder l'espoir d'avoir un petit bébé. Ouais, en tout cas, c'est quand même super optimiste pour celles qui auraient envie d'avoir un enfant. Puis justement, une dernière petite question par rapport à ça. Vous parliez des solutions à leur disposition et de l'accompagnement. Et en fait, comment et par qui les femmes qui auraient un SOPK et qui désireraient concevoir un enfant pourraient-elles se faire accompagner? Est-ce qu'il y a des centres spécialisés Mais déjà, la première étape, ça va être faire un suivi gynécologue, endocrinologue. Ça, quelle que soit votre situation, que vous ayez envie d'un enfant ou pas, c'est vraiment la base. Oui. Vous avez besoin de ces 2 praticiens. Attention, j'insiste sur les 2 praticiens, parce que des fois, on a des femmes qui vont voir un endocrino en dépit du gynéco et qui vont se retrouver à avoir un manquement en fait dans leur suivi. Ça suffit pas. Les 2 se complètent vachement. Ça, c'est vraiment la base. Après, quand il y a un désir d'enfant, la première étape, comme n'importe quel couple qui veut un enfant, ça va être d'essayer pendant un temps naturellement. En général, c'est plus ou moins 1 an. Pendant la période où vous allez essayer d'avoir un enfant naturellement, vous avez la possibilité de faire un bilan de fertilité. C'est qu'on va tester si vous ovulez bien, si vos trompes sont pas bouchées. Ça fait vraiment tout un check de tout ce qui pourrait aller ou de tout ce qui ne pourrait pas aller. Et on va aussi faire le test sur monsieur. Et ça va aussi permettre de déterminer un petit peu l'urgence à rentrer en parcours. Puisque s'il y a un problème par exemple côté homme et côté femme, ça va être un petit peu plus urgent de démarrer un parcours PMA que s'il n'y a qu'un SOPK avec une ovulation mais qui est de mauvaise qualité. Ouais. Ça va être quand même assez différent, donc vous avez possibilité pendant cette période où vous essayez naturellement vers la fin de pouvoir faire ce bilan de fertilité et de vous poser les bonnes questions à ce moment-là, est-ce qu'on a envie de démarrer un parcours PMA ou pas. Une fois que vous arrivez à cette période sans qu'il y ait eu de bébé, etc., si vous avez fait 1 an d'essai ou plus, vous allez avoir la possibilité de vous tourner vers des centres de PMA, dans les hôpitaux, les CHU, en clinique ou dans des centres privés.
ou auprès d'un médecin spécialisé qui ne dépend pas forcément d'un centre, ou passer directement par un centre de PMA où vous allez avoir du coup toutes les démarches à faire avec toute la batterie de tests, donc comme je vous disais, bilan fertilité, etc. Ou après vous êtes pris en charge par ce centre avec tout le protocole qui va aller en fonction de votre situation, depuis combien de temps vous essayez, quels sont les problèmes de fertilité, etc. D'accord, très bien. Et maintenant, je voudrais revenir sur autre chose par rapport au SOPK. Donc, vous nous parliez des symptômes, mais j'aimerais bien savoir quelle est l'origine et là où les causes de la maladie. Aujourd'hui, on a des études qui sont menées et qui sont encore en cours, malheureusement. On est capable de dire aujourd'hui, c'est que le SOPK, il n'a pas une cause. Oui. Ou en tout cas, s'il y en a une en particulier, on l'a pas encore identifiée. Oui. Il y a plusieurs causes, et ça va être des causes qui vont être à la fois génétiques, environnementales, épigénétiques. Donc ce que j'entends par génétique, ça va être vraiment la transmission génétique dans l'hérédité. D'accord. Très souvent on me pose la question, on me dit mais est-ce que c'est pas génétique? Et si c'est génétique, moi ma maman elle a rien, comment ça se fait? Oui. Pour plusieurs raisons. La première c'est que la cause génétique c'est moins de 10% des cas, donc c'est quand même infime. Ah oui, c'est très et que même si vous êtes concerné en fait par l'aspect génétique du syndrome, la génétique c'est hyper compliqué, ça peut sauter des générations, il peut y avoir ce qu'on appelle un gène récessif, savoir que par exemple on est porteur du gène mais qu'on ne transmet pas forcément, etc. La génétique, c'est hyper vague et il y a plein de choses qui peuvent venir interférer. Oui. Après, du coup, il va y avoir la cause, donc, comme je le disais, de la surexposition à l'AMH in utero, donc quand on est enfant dans le ventre de sa maman, l'hormone antimullérienne, qui va venir déclencher éventuellement un SOPK. D'accord. Et la troisième cause, donc, c'est environnemental, donc ça va être tout ce qui va être perturbateur endocrinien, tout ça. On entend souvent parler justement des perturbateurs endocriniens, comme vous le dites, comme une cause possible de la maladie. Et dans ce cas, moi, il me semble que les culottes menstruelles pourraient peut-être être une bonne alternative pour limiter ces risques. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Est-ce que vous avez testé ou pas encore? Est-ce que vous avez envie de tester aussi? Ouais. Moi, je l'ai pas testé personnellement parce que déjà, j'ai mes règles seulement 2 à 3 fois par an. Oui, c'est sûr. Donc forcément, c'est pas le genre de truc auquel on réfléchit forcément tout de suite quand on a ses règles de temps en temps, parce que vraiment, pour moi, c'est pas une routine, c'est plus une surprise. Donc moi, personnellement, j'ai pas essayé, mais en effet, ça peut être une très très bonne alternative. Surtout que quand on est dans un cas comme moi où on a des règles très espacées, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on va acheter des protections. Et peut-être elles vont pas servir, elles vont rester des mois dans le placard, peut-être des années. Enfin moi je sais qu'un paquet de protection hygiénique peut me faire 3, 4, 5 cycles. Donc voilà, parce qu'en plus j'ai des règles qui sont pas hyper abondantes. Elles sont déjà blindées de perturbateurs endocriniens de base. Mais quand on arrive après en fin de vie en fait de la protection, donc il y a des dates de péremption dessus. Oui. S'il y a une date de péremption dessus, c'est parce qu'après le risque d'exposition aux perturbateurs endocriniens est encore accru. Je pense vraiment que, et que ce soit pour les serviettes ou pour les tampons, et même les cups, parce que sincèrement je pense avoir vu énormément de compositions un peu bancales pour les cups. Je pense vraiment que ça peut être une très bonne alternative, surtout si vous avez pas des règles souvent. Je pense que c'est que un confort. Parce qu'on peut la garder la durée de vie d'une culotte normale, donc 5 ans, 7 ans même. Et une autre question, maintenant qu'on a parlé des causes, qui est concerné par le SOPK? Donc on dit souvent que c'est 10% des femmes. Est-ce que c'est un chiffre fiable? À partir de quel âge la maladie se développe souvent? Est-ce que c'est un chiffre fiable? Officiellement, je vais avoir envie de dire oui, parce que forcément c'est un chiffre qui a été mené par des chercheurs. Oui. On considère quand même qu'il y a 50% des personnes atteintes de SOPK qui vont pas être diagnostiquées. On est plutôt sur un chiffre comme une femme sur 5. Après voilà, c'est vraiment l'hypothèse interne à l'association et c'est vraiment ce que nous on pense officieusement. Quant à savoir à quel âge ça se déclare, c'est hyper aléatoire en fait. Faut savoir que le SOPK, on est avec. Il est présent à la naissance. Seulement il est indétectable, puisque le SOPK il va pouvoir se manifester uniquement à partir du moment où on va être menstrué, donc où on va avoir des cycles et où donc tout ça, toute la machine va se mettre en route en fait. Sauf que c'est pas aussi simple que ça en fait, on peut pas dire d'une jeune femme qui va avoir 12 ans et ses premières règles, elle a un SOPK ou elle a pas un SOPK. Parce que le SOPK il peut très bien être présent et décider de se déclarer à 30 ans, décider de se déclarer à 20 ans, décider de se déclarer à 16 ans. Des fois, il se déclare tout de suite. C'est hyper compliqué de savoir à quel moment le SOPK va se déclarer et c'est hyper compliqué du coup de savoir anticiper un diagnostic. On a du mal à pouvoir dire maintenant que votre fille est réglée, on va pouvoir voir dépister tel et tel patho. Et dont le SOPK, c'est pas possible en fait. En tout cas pas aujourd'hui, peut-être que la recherche permettra de dépister. Forcément, on est obligé d'attendre qu'il se déclare et ça peut prendre des années. Et même quand il est déclaré, en fait, la difficulté c'est que il faut savoir s'écouter aussi parce que c'est des symptômes qui, quand je vous les liste comme ça peut paraître hyper important, mais quand on les vit, on a tendance énormément à les minimiser. Quand vous avez des migraines tous les jours, vous allez mettre ça sur le dos de l'ophtalmologie ou ci ou ça. Quand vous avez pas vos règles et que vous êtes jeune, vous allez mettre ça sur le compte de votre âge ou du stress ou de ci. Donc c'est vraiment des symptômes sur lesquels on s'écoute trop peu et qui vont rendre tout ça encore plus compliqué en fait. Et j'ai une autre question aussi, vous disiez tout à l'heure que le SOPK peut évoluer au cours de la vie. Comment est-ce qu'il évolue? Aléatoirement.
Pourquoi aléatoirement ? Parce que sur le papier, je pourrais vous dire que le SOPK, il va démarrer avec des symptômes plutôt type hyperandrogénie et troubles du cycle, et que les autres symptômes vont venir se rajouter petit à petit, et que quand on va arriver après vers plutôt l'âge de 50 ans environ, on va avoir plutôt un syndrome métabolique qui va donc faire entrer en jeu donc tout ce qui va être les risques de diabète, les risques cardiovasculaires, etc. Mais ça c'est vraiment sur le papier parce que malheureusement c'est hyper aléatoire. Il y a des filles qui vont développer un syndrome métabolique hyper tôt, à 20-30 ans. Il y a des filles pour qui il y aura peut-être jamais de syndrome métabolique. Et puis il y a aussi le fait que le SOPK il évolue tout le temps et qu'on peut très bien avoir à 20 ans un SOPK entre guillemets sévère, et puis à 35 ans plus aucun symptôme, et puis pouf, à 40 ans il se décide de se remanifester. C'est compliqué. Donc c'est hyper compliqué, ça évolue énormément, ça évolue en fonction de la façon dont il est pris en charge aussi. Si vous avez un SOPK qui est mal pris en charge, il va avoir tendance à évoluer de mal en pire, et donc d'aller plus rapidement vers son évolution. Si à l'inverse il est plutôt bien pris en charge, on peut ralentir un peu son évolution, voire le mettre en sourdine entre guillemets. Donc c'est hyper aléatoire en fait. Mais par contre ce qu'on sait c'est qu'il faut être hyper vigilant avec l'âge, parce que même si on n'a pas l'impression d'avoir un SOPK sévère, ça peut aussi venir d'un coup. Et on sait donc sur le papier qu'avec l'âge, le SOPK il va faire rentrer en compte des nouveaux facteurs comme les risques de diabète, les risques cardiovasculaires, etc. Et donc si vous prenez mal en charge votre SOPK quand vous avez 20, 30, 40 ans, à 50 ans vous allez vous ramasser. C'est un mauvais SOPK qui va débarquer d'un coup et vous allez rien comprendre. Donc vraiment l'idée c'est que même si vous avez un petit SOPK, même si c'est pas grand chose, si vous souffrez pas de beaucoup de symptômes, ne le minimisez pas parce qu'avec le temps vous pouvez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus contraignant. Et du coup, vous dites qu'à 50 ans, il empire. Donc après la ménopause, il est toujours présent le SOPK ? C'est pas comme l'endométriose qui, dans la grande majorité des cas, disparaît ou en tout cas se calme à la ménopause. En fait, la différence avec l'endométriose, c'est qu'on touche vraiment le tissu de l'endomètre. Et donc, à la ménopause, comme il n'y a plus de cycle, l'endomètre arrête de bouger. Il n'a pas le même mouvement que quand on a des cycles. Et donc, il n'y a plus lieu que l'endométriose soit là, et donc elle va avoir tendance à se calmer. Avec le SOPK, c'est différent. Même si sur le papier, sur nos ovaires, ça va venir se calmer, puisque qui dit plus de cycle, dit plus de troubles menstruels, dit plus de troubles d'ovulation, dit plus de tout ça. Sur l'aspect vraiment physique et ovarien, ça va se calmer. Les hormones, elles sont toujours là. Il n'y a pas de barrière en fait pour nous. Après 50 ans, les hormones tournent et donc les problèmes hormonaux continuent de tourner avec. Et c'est pour ça qu'en fait on va évoluer plutôt vers un syndrome métabolique, puisque en fait finalement on va avoir la disparition de certains symptômes, mais l'apparition de nouveaux risques en fait. Donc finalement, même après la ménopause, on n'est pas tranquille quoi. Ça s'arrête jamais. Et une autre question aussi, vous en parliez tout à l'heure quand vous parliez de ce qui vous avez amené à fonder SPOPK, mais de manière générale, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer un SOPK ? Donc pour diagnostiquer un SOPK, il y a 3 facteurs à prendre en compte, qui sont les critères en fait de Rotterdam. Ces 3 critères, c'est un trouble de l'ovulation ou en tout cas du cycle menstruel. Donc si vous avez des cycles qui font plus de 35 jours ou moins de 21 jours, ça rentre en compte. Des ovaires d'aspect multifolliculaire à l'échographie. Et une hyperandrogénie clinique ou biologique. Donc clinique, ça va être plutôt visible sur vous, donc l'hyperpilosité, l'acné, etc. Et biologique, ça va être ce qui va être visible à la prise de sang plutôt. Donc le déséquilibre, comme je vous le disais, entre hormones femelles et hormones mâles. Donc ça, c'est les 3 critères. Et pour être diagnostiqué SOPK, il faut réunir 2 de ces 3 critères. Si la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on détecte, entre guillemets, un SOPK, il faut être hyper à l'écoute sur tout son cycle menstruel. Et même si on vous dit que vous êtes jeune et que c'est normal que vous n'ayez pas vos règles tous les mois, si ça vous arrive une fois, ok, c'est pas grave. Si tous les mois, vous avez un retard de 10, 20, 30 jours, il faut commencer à se poser des questions quand même. Et peu importe votre âge, il vaut mieux vérifier pour rien. Donc voilà, n'hésitez pas à insister auprès de votre praticien pour lui dire que voilà, vous avez un trouble du cycle menstruel et que vous avez envie de savoir pourquoi. Est-ce que c'est vraiment rien ou est-ce qu'il y a quelque chose et qu'il faut qu'on le sache maintenant ? Parce que plus tôt un SOPK est diagnostiqué, mieux il est pris en charge, et mieux il est pris en charge, moins il va évoluer vers quelque chose de dangereux, entre guillemets. Donc à l'écoute de vos cycles, à l'écoute de vous-même, si vous avez des symptômes comme de l'insomnie, des migraines, des troubles de l'humeur, des troubles du comportement alimentaire, si vous cumulez des symptômes comme ça, pareil, soyez à l'écoute de vous-même vraiment et n'hésitez pas à alerter votre praticien. Et j'ai envie de dire, la meilleure précaution, c'est un suivi gynécologique hyper régulier. On n'en parle pas suffisamment aux jeunes femmes, mais je pense vraiment qu'à partir du moment où on est menstrué, au moins tous les ans, si ce n'est tous les ans, peut-être tous les 2 ans, aller voir un gynéco et demander un petit check-up de tout ce qui se passe. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on est jeune, d'aller voir une gynéco et tout. Déjà on a la contraception qui vient un peu se pointer, on a tous les problèmes de jeunes femmes et de la puberté et tout ça. Mais voilà, je pense vraiment que c'est important, si vous avez un suivi rapproché, ça vous permettra d'être à l'écoute et de pouvoir détecter au plus vite s'il y a des symptômes, s'il y a des problèmes, etc.
Et je mets un petit attention parce que trop souvent on voit ça. Si vous allez passer des examens en vue d'un diagnostic du type du SOPK, d'une pathologie qui va être hormonale, n'y allez pas en prenant votre pilule ou votre stérilet hormonal, ou voilà, n'y allez pas en prenant des hormones. Pour la simple et bonne raison que ça va tout fausser. Ouais. On a énormément de jeunes femmes qui viennent nous voir en nous disant mais j'ai passé des examens il y a 6 ans, j'avais rien du tout. Ouais. Oui, mais il y a 6 ans, elle était sous pilule en fait, et la pilule elle vient cacher le SOPK. Ouais. Si vous faites des examens en ce sens, on arrête un peu la pilule au préalable et on passe ces examens, et si vous avez envie de garder une contraception, vous reprenez votre pilule après. Ouais, c'est vrai. Bah, même c'est ce que enfin, quand j'étais en train de vous écouter, je me disais ça parce que avec la pilule, on a des fausses règles, en fait. On a des cycles qui sont hyper réguliers. Enfin, ça dépend des pilules, mais moi, la pilule que je prends, qui est une pilule combinée, tous les mois, je sais tel jour, à telle heure que mes règles vont arriver, et c'est vraiment, c'est à la minute près, elles arrivent. Mais en fait, si ça se trouve, si je prenais pas de pilule, j'aurais des troubles aussi du cycle, et je pourrais avoir des cycles de 50 jours. Enfin, je sais pas, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut... Si on veut tester, c'est vraiment important d'arrêter de prendre des hormones pendant un moment. Je mets quand même un petit bémol là-dessus, c'est que si vous êtes sous contraception, n'arrêtez pas votre pilule juste pour voir ce qui se passe. Oui. Sinon on risque de tomber enceinte, ça c'est sûr. Oui, et puis enfin je veux dire, même arrêter une contraception, reprendre une contraception, arrêter une contraception, reprendre une contraception, c'est pas forcément évident, c'est pas cool pour le corps de lui faire comme ça des déséquilibres tout le temps. Donc n'arrêtez pas juste pour voir ce qui se passe. Mais si avant de prendre votre pilule, vous aviez des cycles un peu irréguliers, si là vous venez d'arrêter votre pilule en vue d'un désir d'enfant ou pas parce que vous avez envie de changer de contraception ou autre et que vous remarquez que vos cycles sont pas réguliers, si quand vous n'avez pas de contraception, vous avez des symptômes du SOPK, et ça peut être du SOPK, mais ça peut être aussi l'endométriose ou autre, si vous avez des symptômes, voilà, n'hésitez pas à vous poser des questions et à profiter de ne pas avoir de pilule pour aller passer ces examens-là. Mais voilà, sauf si vous êtes au courant que vous avez un SOPK ou que vous avez un problème hormonal et que vous allez faire des examens. Oui, bien sûr. C'est quand même perturbant pour le corps. Ouais, et puis même quand on a envie de l'arrêter, c'est bien de demander conseil à un médecin d'abord. Ensuite, je voulais vous demander, on sait que la majorité des femmes qui sont atteintes d'endométriose sont confrontées à une très longue errance médicale et que la maladie est dépistée en moyenne au bout de 7 ans. Est-ce que c'est similaire pour le SOPK ? J'avais pas de chiffres donnés sur l'errance, mais par contre, effectivement, il y a une errance, et en fait, la raison à ça, c'est qu'il y a un problème déjà d'écoute de soi. Le problème, c'est que quand on a des symptômes, on a tendance à vouloir les minimiser un petit peu. Donc il y a le problème de l'écoute de soi, il y a le problème aussi de la méconnaissance du syndrome, c'est-à-dire que même si on s'écoute, même si on sait qu'on a des problèmes, ce qui était mon cas par exemple, mais comme on sait pas que ça existe, on va pas se poser la question, on va juste se dire ça va passer. Et il y a le problème aussi après dans le monde médical des médecins qui sont pas forcément super bien formés à ce syndrome-là ou qui sont pas forcément au courant, du coup vont avoir tendance à passer à côté ou outre. Tout ça, ça va amener à une errance. Il y a aussi le problème de l'évolution du SOPK qui est tout le temps un peu en mouvement. Pour donner un ordre d'idée, moi j'ai toujours eu des retards de règles. Donc ça aurait été un premier alerteur. J'ai toujours eu des migraines, j'ai toujours eu une fatigue chronique, j'ai toujours eu des douleurs pelviennes. Donc j'aurais pu être diagnostiquée très tôt. En fait, moi j'ai eu mes premières règles à 10 ans et je pense qu'à 12-13 ans j'aurais pu être diagnostiquée. Mais j'ai été diagnostiquée qu'il y a 19 ans, donc ça fait on est sur 6 à 7 ans d'errance. Mais là c'est vraiment un problème d'écoute, c'est-à-dire que c'est pas une errance parce qu'on va chercher et pas trouver. C'est vraiment un problème parce qu'on ne s'écoute pas, parce que les symptômes sont pas entendus et qu'on les exprime pas forcément non plus. C'est pas forcément évident de parler de ses règles, de parler de symptômes comme ça. Donc voilà, donc on est sur une errance qui est plutôt de l'ordre de l'écoute et de la minimalisation du syndrome. D'accord. Pour changer cette situation, il faudrait qu'on en parle plus. Peut-être que les médecins soient mieux formés aussi. Oui, exactement. Nous, c'est un peu notre combat dans l'association. Mais déjà, la première phase, ça va être d'en parler, et d'en parler surtout au jeune public. Pourquoi ? Parce que avec le désir d'enfant, le diagnostic il va être inévitable en fait. S'il y a une infertilité, on va inévitablement tomber sur le SOPK. Du coup, notre cible, ça va être plutôt les jeunes femmes, d'alerter autour de 15-16 ans sur les symptômes du SOPK, sur le fait que le SOPK existe et qu'il ne faut pas l'ignorer. Mais au-delà de ça, en fait, notre combat, il va plus loin que le SOPK. Un peu chez SOPK, nous, on est vraiment sur l'idée, si tu as mal pendant tes règles, si tu as mal en dehors de tes règles, si tu as des règles irrégulières, sois à l'écoute de toi-même. Si tu as l'impression qu'il y a un problème, consulte. Vraiment, sois à l'écoute de ton corps, parce que le corps, il est fait pour fonctionner de cette façon. Il se peut que des fois, ça cafouille, mais il se peut aussi que ça cafouille tout le temps et qu'il y a un problème derrière ça. Donc, consulte rapidement. Il vaut mieux consulter pour rien, encore une fois, que de pas consulter et de se rendre compte à 30 ans que t'as perdu 10 ans sur ton diagnostic. Donc voilà. Donc nous, on est vraiment sur ce combat-là. Donc
informer au maximum, sensibiliser au maximum, que ce soit les hommes, les femmes, vraiment on touche tout le monde parce que plus on est à connaître, plus on va avoir possibilité d'alerter autour de nous aussi. Je prends l'exemple d'un homme par exemple, il peut ne pas se sentir concerné, hein. Même si vous n'êtes pas concerné, peut-être demain vous allez être avec une femme concernée et peut-être que vous, en ayant connu le SOPK, vous allez pouvoir l'alerter. Peut-être que votre sœur est touchée, peut-être que votre cousine est touchée, peut-être qu'une amie est touchée. Une femme sur 10, ça va vite dans l'entourage, hein, comme on le disait. Et puis après il y a toute la partie connaissance médicale où là c'est plus compliqué. Ouais. Mais où effectivement je pense qu'on gagnerait à aller informer plus les médecins. On en parlait l'autre fois avec les filles de l'association. Ce qui se passe, c'est que dans la formation de gynéco par exemple, on parle du SOPK, mais on va juste leur donner en fait un genre de protocole sur quand vous recevez une jeune femme avec un SOPK. S'il y a désir d'enfant, on redirige vers un spécialiste. S'il n'y a pas de désir d'enfant, on va donner une pilule. Parce que la pilule, comme je disais, elle vient un peu colmater le SOPK. Du coup, ils ont que ces deux options et malheureusement, c'est pas qu'ils veulent pas faire mieux, mais c'est qu'ils sont pas au courant de mieux en fait. Ouais. Donc, la prise en charge est pas bonne et on manque aussi de redirection vers un éventail de professionnels. Il y a un réflexe qui n'existe pas chez tous les gynécos en tout cas, ou en tout cas chez tous les praticiens, et qui moi me gêne, c'est que quand on a une patiente qu'on n'est pas en mesure d'accompagner, on devrait être dans l'obligation de la rediriger vers un professionnel adapté. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il est hyper rare qu'on voit un gynéco rediriger une patiente vers une psychologue, vers un endocrino, alors que c'est par exemple deux spécialités dont on a besoin. Et donc on a vraiment ce problème de... Il n'y a pas de redirection entre les disciplines, et ça pour moi c'est vraiment un problème, et c'est pas un problème que pour le SOPK. Ça a été un problème pour l'endométriose, c'est un problème pour plein d'autres pathologies, la thyroïde, tout ça. En fait, on est un peu laissé à nous-mêmes, en fait. Enfin, faut qu'on cherche nous-mêmes quels sont les praticiens à aller voir, tout ça. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Le problème, c'est pas tant que le praticien ne soit pas capable de nous prendre en charge, c'est plutôt qu'il ne reconnaisse pas, du coup, cette incapacité au point de nous rediriger vers un confrère. Et ça, pour moi, c'est un problème. Donc, objectif de l'association à très long terme, effectivement, c'est d'aller informer et former les praticiens, que ce soit gynécologues, endocrinologues, et même les médecines alternatives comme la naturopathie, tout ça. Bien qu'en général, ils sont un petit peu plus renseignés. Mais après, c'est une question de curiosité. Il y a des gynécologues qui connaissent très bien le SOPK, mais là, c'est une question de curiosité. C'est personnellement, ils s'y intéressent, et du coup, forcément, il y a la curiosité qui leur a fait faire des recherches. D'accord. Il y a plusieurs femmes de la communauté FEMPO qui nous ont demandé comment faire pour atténuer les symptômes. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les traitements actuels du SOPK Ok, il n'y a pas de traitement aujourd'hui au SOPK, malheureusement. En tout cas, il n'y a pas de traitement curatif au SOPK. C'est un problème, mais malheureusement, on peut pas aller plus vite que la science, hein, donc pas de traitement curatif, ça veut dire aucun traitement qui va prendre l'ensemble de vos symptômes en compte. Pour autant, on a quand même possibilité de traiter de façon symptomatique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller traiter les uns à part des autres l'hyperandrogénie, aller traiter les migraines, aller traiter l'infertilité, etc. Mais ça va être vraiment séparé les uns des autres. Il y a des traitements qui vont être soit médicamenteux, soit naturels. Je pense par exemple, si on prend tout simple l'exemple de la fertilité, on a le choix entre passer par une PMA où on va être accompagné médicalement, ou passer par les essais naturels et la médecine alternative comme la naturopathie, la kinésiologie, l'ostéopathie, l'acupuncture, enfin voilà. Donc il peut y avoir vraiment ces deux horizons, et dans les deux horizons, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Après, si on essaye de prendre au plus général possible un traitement qui traite au plus général possible le SOPK, on a des traitements comme la pilule qui va venir colmater les symptômes, mais on n'est vraiment pas sur un traitement, d'accord ? La pilule n'est pas un traitement, c'est pas fait pour ça, et ça c'est le gros problème on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on prescrit la pilule comme un traitement alors que ce n'est pas un traitement. Mais si vous êtes ok avec le fait de prendre des hormones, si vous êtes ok avec la contraception, que vous n'êtes pas dans un désir d'enfant, la pilule ça peut être une alternative pour venir diminuer vos symptômes et vous permettre d'avoir quand même un confort de vie un peu plus élevé. Pour autant, il faut avoir conscience du fait que le jour où vous arrêtez votre pilule, le SOPK il est potentiellement toujours là. Dans le même type que la pilule, il y avait Androcur, mais Androcur, voilà, il y a toute la polémique autour, je sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, Androcur en fait c'est un traitement qui potentiellement à long terme peut provoquer des méningiomes, donc qui est aujourd'hui très très limité à la vente et que les médecins prescrivent quasiment plus, mais dans des cas extrêmes ça peut être prescrit si vraiment le SOPK est hyper handicapant, enfin voilà, ça peut être encore prescrit, mais avec précaution, et encore une fois il faut être ok avec le fait de prendre des hormones parce que c'est quand même chargé en hormones. Donc voilà, vous avez ces possibilités là, ou après vous avez des traitements encore médicamenteux mais plus faibles, mais qui pour le coup vont traiter symptôme par symptôme. L'avantage de la pilule ou d'Androcur, c'est vraiment que ça vient tout cacher. mais voilà, c'est vraiment pas du traitement, on est plus sur du mettre un voile sur le syndrome en fait.
Il y a des femmes qui vivent très bien aujourd'hui sous Endocure ou sous pilule et qui, pour elles, c'est ok parce que sans ça, de toute façon, elles se voient pas vivre avec le syndrome et donc c'est ok. Et après, si vous n'êtes pas ok avec le fait de prendre des hormones, vous pouvez vous tourner vers des méthodes plus naturelles. L'inconvénient des méthodes plus naturelles, c'est que ça marche pas tout pour tout le monde. Il faut être réceptif et il faut aussi savoir que c'est coûteux parce que tout n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, vous avez vraiment les deux horizons. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment beaucoup trop long, mais il y a plein de solutions, entre guillemets, des deux côtés. Mais elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, et pour choisir celle qui vous convient le mieux, déjà allez voir un praticien qui est capable de vous donner tout l'éventail, et posez-vous les questions de qu'est-ce que j'ai envie pour moi. Est-ce que j'ai envie d'un traitement médicamenteux ou pas? Si j'ai envie d'un traitement médicamenteux, hormones ou pas? Si plutôt naturel, est-ce que c'est plutôt la naturopathie? Est-ce que c'est plutôt l'homéopathie qui m'intéresse? Est-ce que voilà, qui est le mieux en fonction de votre situation. Ok, c'est super intéressant. Sur votre site, le site d'ESP-OPK, il y a plein de témoignages intéressants, et j'avais vu le témoignage d'Ophélie où elle disait que la naturopathie et puis d'autres médecines naturelles l'avaient beaucoup aidé, donc je pense que ça peut être intéressant aussi de lire les témoignages de certaines personnes pour savoir qu'est-ce qui les a aidées elles, et peut-être que ça peut convaincre de tester telle ou telle méthode. Complètement. Franchement, les médecines alternatives, la médecine douce, les méthodes naturelles, c'est... selon moi, c'est une très 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 bonne alternative, à condition que vous y soyez réceptif et que votre corps y réagisse. Moi, par exemple, je suis hyper réceptive à ce genre de pratique, mais si je prends l'exemple de la phytothérapie, par exemple, je suis certaine de n'avoir aucun résultat parce que mon corps n'a aucune réaction à ce type de traitement. Donc, c'est des très bonnes alternatives à partir du moment où c'est ok pour vous, que vous êtes réceptif à ça, et que parce que si vous y allez avec l'idée que ça va pas marcher, c'est fini, ça va pas marcher. Oui, ça va pas marcher. Donc voilà, j'ai envie de dire, rien ne coûte d'essayer si ce n'est une consultation. Ok, très bien. Et est-ce que vous auriez d'autres conseils et astuces à donner aux femmes de la communauté FEMPO qui souffrent d'un syndrome des ovaires polykystiques? Soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de vous-même, c'est hyper important. C'est-à-dire que si je dis ça, là aujourd'hui, on n'est plus sur la question de tout à l'heure où c'était écoutez-vous pour être diagnostiqué, là on est vraiment écoutez-vous pour vivre au mieux votre pathologie. Dans le sens où plus vous êtes à l'écoute de vous-même, plus vous allez pouvoir adapter votre quotidien. Si tel matin que vous vous levez, que vous êtes fatigué parce que vous avez de la fatigue chronique, que vous avez mal dormi, etc., levez le pied en fait. Et n'hésitez pas à informer autour de vous qu'aujourd'hui ça ne va pas, je ne suis pas dans mon assiette et j'ai besoin que ma journée soit plus posée. Et voilà, n'hésitez pas à en parler quand ça va ou quand ça va pas. Si vous ressentez le besoin de parler de votre syndrome, parlez-en avec votre entourage, avec vos proches, avec votre médecin ou avec l'association, on est aussi là pour ça. Trouvez les bons praticiens, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, vous pouvez si vous voulez, nous on a un annuaire de praticiens que vous pouvez retrouver sur MapPatho. Vous pouvez nous écrire si vous voulez, on vous enverra le lien, ou alors il est dans nos posts et tout. Si vous vous rendez sur MapPatho, on a un annuaire d'à peu près 70, peut-être un peu plus aujourd'hui, praticiens à travers la France, toutes disciplines confondues, que vous pouvez retrouver. C'est des praticiens qui sont pas spécialistes mais qui sont à l'écoute et qui connaissent un minimum de SOPK. Entourez-vous bien, médicalement parlant. Ne vous laissez pas aller. Parce qu'on a tendance à baisser les bras trop vite, mais si vous avez un SOPK, faites-le prendre en charge parce que comme je le disais, avec le temps, il n'y a rien qui s'améliore. Soyez à l'écoute de vous-même et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et si vous avez besoin d'informations ou d'en parler, vous contactez l'association, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Super. Merci beaucoup Kelly. Avec plaisir. C'est vraiment super. En tout cas, je suis sûre que votre témoignage aidera les femmes à mieux comprendre cette maladie et puis à se sentir soutenues aussi. Le site internet de l'association ESP-OPK est aussi très très complet et j'ai appris plein de choses en lisant vos articles. Et je conseille donc aux femmes d'aller sur votre site ou sur votre compte Instagram pour obtenir plus de renseignements et puis pour rentrer en contact avec d'autres femmes qui auraient également un SOPK. Merci à vous et j'espère vraiment que ça va aider du monde parce que c'est vraiment le but. Si ce n'est qu'une personne qui va écouter ce podcast et qui va se dire il faut que je me prenne en main ou il faut que j'aille consulter parce que j'ai peut-être le SOPK, si ce n'est qu'une personne qu'on peut avoir aidé, avoir accompagné, pour nous c'est déjà un pas de plus, donc c'est top. Et puis merci à vous d'avoir recueilli ce témoignage, d'avoir accueilli l'association parce que je suis là aussi au nom de toute l'asso. Donc voilà, pour nous c'est toujours top de pouvoir en parler, donc merci beaucoup. Comme vous avez sans doute pu l'entendre, on a eu un petit souci technique pendant l'enregistrement, donc vraiment désolé pour les bruits de grésillement. Et aussi, on voulait vous prévenir que jeudi c'est férié, du coup on peut pas vous faire d'épisode capsule, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. À bientôt les warriors.